Cet homme s'appelle Tuon Adaina. Il est né en 1823 à Veglia, qui faisait alors partie de l'Empire autrichien, aujourd'hui Krk en Croatie. Il était facteur et fossoyeur. Et rien dans sa vie n'était particulièrement extraordinaire, sauf le fait qu'il était le dernier locuteur d'une langue, le dalmate. Lorsqu'il est mort en 1898 à l'âge de 74 ans à cause d'une explosion sur une route qu'il empruntait, la langue est morte avec lui. De nombreuses langues sont mortes avec le temps. Certaines ont laissé des archives, d'autres restent mystérieuses. À quoi ressemblaient-elles? Quels mots utilisaient-elles? De plus, beaucoup d'entre elles étaient les langues officielles ou d'usage de nombreux pays qui ont également disparu, ayant été conquis ou fusionnés avec d'autres que nous connaissons aujourd'hui. Et tout comme le dalmate est mort avec la mort de Tuon, ces langues sont également mortes lorsque leurs pays respectifs ont disparu. Alors découvrons quelles langues parlaient les pays fantômes de l'Europe. Il existe une liste pratiquement infinie de ces langues. Alors j'en ai choisi 5 en particulier, toutes ici en Europe. Commençons donc par la langue que les parents de Tuon parlaient, qu'il a apprise en secret et qui est morte avec lui, le dalmate. Le dalmate était parlé le long de la côte orientale de l'Adriatique, dans l'actuelle Croatie et au Monténégro, en particulier dans les anciennes villes côtières romaines comme Zadar, Split, Dubrovnik et sur l'île de Krk, d'où venait ce dernier locuteur. Ce n'était pas la langue d'un seul royaume uni ou d'un pays, c'était la langue d'un ensemble de petites cités urbaines qui ont survécu à la chute de Rome. Lorsque l'Empire romain d'Occident s'est effondré en 476, une grande partie des Balkans a été envahie par les migrations slaves au 6e et 7e siècle. Les campagnes sont devenues slavophones. Mais les villes côtières fortifiées ont conservé leur langue d'origine latine, résistant à la conquête. Et avec le temps, beaucoup de ces villes se sont transformées en républiques maritimes souveraines, jouissant d'une pleine indépendance en tant que cités-États. La plus célèbre est la République de Raguse, qui a existé à partir de 1358 et a prospéré grâce au commerce entre les peuples de la Méditerranée orientale et occidentale. Le dalmate provient du latin vulgaire, mais s'est développé isolément. Ce n'était ni de l'italien, ni du roumain, bien qu'il ait des traits des langues romanes occidentales et orientales. Voici un exemple intéressant d'une différence connue. Dans le dialecte végliote parlé à Krk, la prière catholique Notre Père commençait par Tuota Nuata, au lieu de Patre Nostro comme en italien. Cela devait sans doute ressembler à un italien côtier rugueux, avec quelques voyelles typiques des Balkans. Et je pense qu'une autre différence clé était qu'il conservait certaines distinctions vocaliques du latin. Par exemple, le latin centum est devenu cento en italien, prononcé comme s'il commençait par un dec, tandis que le dalmate l'aurait prononcé avec un K comme quinto. Mais le dalmate avait un problème. Il n'avait aucun état puissant derrière lui. L'influence vénitienne s'est renforcée à partir des années 1400, et l'italien vénitien est devenu la langue de prestige sur cette côte. Pendant ce temps, le croate slave dominait l'intérieur des terres, et le dalmate était en quelque sorte pris en étau des deux côtés. Fait intéressant, cela a également influencé un peu son développement, et à un moment donné, il a commencé à intégrer des mots empruntés à la fois aux vénitiens et aux langues slaves. C'était un hybride linguistique assez étrange. Vers les années 1800, il ne survivait plus que sur Krk, et lorsque son dernier locuteur connu était mort, en 1898, la langue a disparu avec lui. C'est un cas assez unique, où l'on peut identifier précisément le moment où une langue est morte. Les villes ont continué d'exister, mais leurs domaines souverains ont disparu, et la langue qui les caractérisait a disparu avec eux. Maintenant, en passant d'une langue fantôme latine à une langue germanique, il est très intéressant de jeter un œil aux Burgondes. Les Burgondes étaient un peuple germain oriental qui a probablement commencé près de la mer Baltique, peut-être sur l'île de Bornholm, avant de dériver vers l'ouest et de migrer vers le sud dans l'Europe continentale. Ils ont voyagé jusqu'à ce qui est aujourd'hui le sud de la France. Ils ont servi comme troupes auxiliaires pour l'Empire romain et ont été autorisés à s'y installer en tant que fédérés romains. Cela se passait vers l'an 443. Là, ils ont établi ce qui est ensuite devenu le royaume des Burgondes, après la chute de Rome, centré autour de l'actuelle région sud-est de la France et de l'ouest de la Suisse. Des villes comme Lyon et Genève. Pendant près d'un siècle, cela c'était une véritable entité politique, et la langue qu'ils parlaient, eh bien, le burgonde. Une langue germano-orientale, proche du gothique et du vandalique, qu'ils avaient apportée et que nous allons bientôt évoquer.
Il relèvait d'une branche linguistique presque disparue, alors que les langues germaniques occidentales ou nordiques ont évolué vers l'anglais, l'allemand, le suédois moderne. Malheureusement, il n'en reste que peu, hormis quelques noms issus de documents, comme Gondbo, rappelant la forteresse orque du Seigneur des Anneaux de Tolkien. Je me demande si c'est de là qu'il l'a tiré, et Sigismond, le nom de l'un des souverains. Cependant, chose curieuse, même s'ils n'ont pas laissé d'héritage linguistique, ils en ont laissé un juridique. Leur Lex Burgundiorum du XVIe siècle est un code de loi qui a survécu et qui est encore étudié aujourd'hui, mais ils l'ont rédigé en latin. Le burgonde ressemblait sans doute au gothique, que nous allons étudier. Une branche plus ancienne et dure du germanique, distincte de l'allemand et de l'anglais ultérieur. Les Burgondes régnaient sur une population principalement latine, gallo-romaine, donc leur langue était surtout celle de l'élite. En 534, le royaume franc en pleine expansion au nord les a conquis et a absorbé la Burgondie. Et une fois cela arrivé, la classe dirigeante s'est mariée avec les Francs et a adopté la langue romaine locale. Sans état ou entité distincte, la langue burgonde a disparu assez rapidement. La région a gardé le nom, mais la langue qui lui avait donné ce nom a disparu en 1 ou 2 générations. Encore une langue qui a disparu avec son pays. Dans cette vidéo, nous avons parlé de régions européennes qui ont disparu et, avec elles, leur langue. Dalmates, Burgondes, Pannoniens, disparus. Mais les lieux n'ont pas disparu. Les gens non plus. Ils ont simplement changé. Et aujourd'hui, ces mêmes régions parlent d'autres langues. Italien, français, allemand, hongrois. Et à l'intérieur de ces langues modernes, il y a des couches historiques. Beaucoup d'entre elles sont liées aux langues qui ont disparu et existaient avant elles. Et en apprenant la langue, on apprend aussi l'histoire de ceux qui la parlent. En parlant des Romains, il y a en fait une autre langue latine qui a disparu et qui, avec le dalmate, reliait en quelque sorte le monde romanophone à la Roumanie, qui est un peu isolée là où elle se trouve, entourée par le monde slave. Il s'agissait du pannonien, et c'est peut-être la plus obscure de notre liste. Le pannonien, ou plus précisément le latin pannonien, était une variété locale du latin parlé, descendante du latin, dans la province romaine de Pannonie. En gros, la zone du bassin des Carpates, autour de l'ouest de la Hongrie, et de certaines parties voisines de l'Autriche, de la Slovénie et de la Croatie. C'est comme une langue romane qui n'a jamais vraiment existé, tu vois. Elle n'a pas duré assez pour devenir une vraie langue, mais resté unique. Rome a conquis la région en 9, avant Jésus-Christ, et a fait de la Pannonie une province au début de l'Empire. Dès lors, le latin n'était plus seulement la langue administrative. Elle est devenue la langue courante des communautés romanisées. Soldats, colons, citadins et habitants locaux intégrés à l'économie romaine l'utilisaient. À quoi ressemblait-elle ? C'était essentiellement du latin vulgaire, en train de devenir une langue romane avec quelques influences locales intégrées. Les archéologues ont trouvé des inscriptions latines en Pannonie qui montrent des changements grammaticaux comme la confusion des cas, ce qui révèle que le latin parlé évoluait localement. L'État, ou l'entité auquel on peut le rattacher, était précisément la Pannonie romaine, puis les communautés romanisées, qui subsistaient après l'affaiblissement du contrôle impérial. Les problèmes ont débuté au IVe et VIe siècle, quand la Pannonie a subi les grandes migrations. Une rupture politique majeure eut lieu en 433, lorsque les Romains cédèrent la Pannonie au contrôle des Huns. Après cela, les communautés de langue latine qui subsistaient devinrent des poches isolées, plutôt que de faire partie d'une province romaine stable, et la langue disparut lentement. La région fut repeuplée et réorganisée politiquement à plusieurs reprises, et les poches de locuteurs latins furent absorbées, surtout avec l'arrivée d'autres peuples comme les Magyars, qui constituent aujourd'hui la composition ethnique de la Hongrie. Puisque nous parlons du latin et du germanique par intermittence, passons à une autre langue germanique qui a disparu, le gothique. Le gothique est le mieux documenté de ces langues. Peuple germanique, originaire du nord de la mer Noire. En 376, ils avaient traversé l'Empire romain. En 410, ils ont même, comme on le sait, mis Rome à sac. Plus tard, avec l'effondrement de l'Empire, ils ont fondé 2 grands États, le royaume wisigoth en Ibérie et le royaume ostrogoth en Italie. Leur langue, le gothique, appartenait à la branche germano-orientale, aujourd'hui complètement éteinte. Nous avons en fait une Bible gothique traduite vers le IVe siècle par l'évêque Ulfila. Le Notre Père commence par Ata un sarbu in iminam. Ça sonne un peu germanique, peut-être, mais plus archaïque que l'anglais ancien ou le vieux norrois. Du moins si on le prononce correctement, ce qui n'est probablement pas mon cas.
Leur alphabet était en fait très unique, en partie basé sur les lettres grecques. On dit que l'évêque qui l'a créé était celui qui a traduit la Bible. Il l'a basé sur des lettres grecques, ajoutant des éléments latins et des runes germaniques pour des sons absents en grec. C'était vraiment fascinant, et nous en avons un Utrace écrite complet. Si jamais ça t'intéresse d'apprendre une langue que personne d'autre ne parle, ce qui m'intéresse le plus, c'est la façon dont chaque lettre ou caractère peut être comparé à une lettre latine, grecque ou runique. Elles ne servent pas qu'à écrire des mots comme en latin et possèdent aussi des noms, comme les lettres grecques, A Estasa, B et Berkna, et elles ont aussi des noms gothiques, qui leur permettent de représenter des concepts spécifiques à elles seules. Par exemple, D, Das, représente le concept de jour, ou G, Jea, représente le don, tandis que leur autre version de G, God, représente l'année ou la récolte. Le royaume ostrogoth est tombé aux mains des Byzantins en 533. Les Wisigoths ont duré un peu plus longtemps, mais en 711, des armées musulmanes ont pénétré en Ibérie et l'ont démantelé. Et une fois que ces états sont tombés, l'élite gothique soit est morte, soit s'est assimilée, soit s'est convertie, soit a simplement commencé à parler latin elle aussi. Le gothique, langue de l'élite, n'a jamais supplanté le latin dans la population et a disparu avec la classe dirigeante. Des rapports indiquent que le gothique de Crimée aurait existé jusqu'aux années 1500, avec la branche gothique ayant migré vers l'est. Un diplomate flamand a consigné quelques mots prononcés par des habitants de Crimée au XVIe siècle, et ils coïncidaient avec le gothique. Mais de toute façon, à la Moyen-Âge central, le gothique avait effectivement disparu. En évoquant les invasions germaniques en Europe de l'Ouest, il existe aussi une autre langue fantôme de cette époque, le vandalique, que nous verrons en dernier dans cette vidéo. Nous pourrions continuer indéfiniment et j'adorerais ça, mais je pense que ça deviendrait un peu ennuyeux au bout d'un moment. Les Vandales étaient une autre tribu germano-orientale qui a traversé l'Europe pendant le chaos des 4e et 2e siècles. En 406, ils ont traversé le Rhin pour entrer en Gaule romaine. En 409, ils étaient en Ibérie. En 429, ils en sont passés en Afrique du Nord. Et 10 ans plus tard, ils ont capturé Carthage et établi un royaume puissant qui contrôlait une grande partie de la Tunisie actuelle, ainsi que des parties de l'Algérie, et même de la Libye. Quel parcours incroyable, n'est-ce pas ? Tu viens du nord de l'Allemagne, et tu finis en Afrique du Nord, en train de fonder un nouveau pays. Quelle époque incroyable. Pendant près d'un siècle, le royaume vandale a été une puissance méditerranéenne assez sérieuse. Ils ont même mis Rome à sac. Ils parlaient le vandale, qui était une autre langue germanique orientale, étroitement liée au gothique et au burgonde. Il n'en reste presque rien, à part quelques noms personnels comme Genséric et Hildéric, qui ressemblent au gothique. En 533, l'empereur byzantin Justinien a envoyé le général Bélisaire pour reconquérir l'Afrique du Nord, et la campagne a été assez rapide. L'État vandale s'est effondré en une seule année. L'élite a été déportée ou absorbée par les populations locales romanophones. Parce que les Vandales formaient une mince élite parmi des millions de Nord-Africains latinophones. Leur langue était superficielle, comme celle des Goths ou des Burgondes. Après la chute du royaume, le Vandale a vite disparu. Cela interroge sur le sort actuel de nos langues. L'une d'elles disparaîtra-t-elle totalement, ou se transformera-t-elle simplement ? Je suppose qu'aucun de nous ne sera là pour le découvrir, alors peut-être qu'on n'a pas trop à s'en inquiéter. Il recommence à faire chaud, donc je peux porter un t-shirt en enregistrant, ce qui est bien mieux. Je vais peut-être à nouveau montrer les tasses Moomin. Je les ai déjà presque toutes montrées, mais je peux faire une petite mise à jour. Celle-ci est une tasse d'hiver avec Moomin, et 2 filles jouant dans la neige. Je viens d'enregistrer 3 vidéos d'affilée, donc ma voix est un peu rauque, fatiguée. Vous devriez soutenir la chaîne sur Patreon, ou ici sur YouTube. Parfois, vous avez un accès anticipé. Très souvent, je n'arrive pas à finir les vidéos à temps pour que l'accès anticipé soit vraiment pertinent. C'est juste 1 heure avant. Mais vous avez des vidéos exclusives 1 fois par mois, et elles sont plutôt bonnes. Et vous m'aidez tout simplement à faire plus de vidéos et aussi à en faire de meilleures. Donc si vous voulez le faire, je vous en serai reconnaissant, sinon ce n'est pas grave. Peu importe, vous regardez et c'est suffisant, alors merci.